C'est bon pour moi. Eh bien, merci à vous d'être venus donc en ce jeudi début d'après-midi. On va partir avec Fabien Fernandez sur les traces de l'horreur. On aurait préféré en soirée avec niveau de l'ambiance, c'est pas... Ouais, là on n'est pas dans une ambiance très horrifique, mais en tout cas, eux, ils sont partis. Quand Fabien prévoit des vacances, hein, il a surtout envie d'aller voir des auteurs qui écrivent des tueurs en série ou du sang. Fabien Fernandez qui est avec nous est à la fois très impliqué dans le monde du jeu de rôle, avec à son actif plusieurs jeux de rôle. Il est également illustrateur. Il est également auteur avec plusieurs romans qui ont été publiés. Et puis il a lancé un projet avec son compère Guillaume pour aller donc, tu vas nous raconter tout ça, sur les traces des maîtres de l'horreur. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu comment est née cette idée de voyage et de livre voyage? Alors en fait, tout a commencé il y a très très longtemps dans une galaxie... avec Guillaume, on s'est retrouvés en Louisiane en fait. Moi j'avais été à la Nouvelle-Orléans et puis d'autres copains y sont allés, donc on s'est un peu greffé à leur voyage pendant 10 jours, donc on a voyagé pendant 10 jours en Louisiane ensemble. Et puis on s'est bien entendu, enfin on se connaît depuis longtemps avec Guillaume, mais bon, passer 10 jours avec une personne, il faut être calé sur le même rythme, avoir les mêmes envies. Et du coup en fait c'est un peu le point de départ de ça, puisque je voulais aller visiter un autre coin des États-Unis. Et puis je me suis dit, on va aller regarder à droite, à gauche. Puis je suis tombé sur la Nouvelle-Angleterre. Et puis je suis tombé sur un auteur, Lovecraft. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais on en discutera plus tard. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé plusieurs auteurs. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait qu'on... C'est étonnant qu'en Nouvelle-Angleterre, il y ait autant d'auteurs de ce genre, c'est-à-dire son genre horrifique, fantastique, tout ça. Donc j'ai proposé à Guillaume de m'accompagner. Et ensuite, c'est simple, on a pris une carte et puis on a vu les points importants, intéressants. Et on s'est rendu compte qu'il y avait majoritairement le long de la côte pas mal de points à faire, sachant que notre contrainte principale était le temps, puisqu'on est resté là-bas à peu près 10 jours. Donc on a un peu cavalé pour faire plein de points, mais voilà, on est parti de là en tout cas. Et quelle était l'idée? L'idée c'était d'aller respirer un peu l'atmosphère, le même atmosphère en tout cas que ces auteurs? Ouais, en fait on s'est dit, qu'est-ce qui se passe là-bas en fait? Est-ce qu'il y a une espèce de malédiction? Ils sont tous corrompus par quelque chose qui fait qu'ils écrivent de l'horreur, du fantastique ou quelque chose? Ou est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que... Voilà, on cherchait vraiment les racines, d'où le titre du projet, les racines de l'horreur, pour savoir vraiment qu'est-ce qui était vraiment si inspirant, parce que, bon, évidemment, on trouve d'autres auteurs de ce genre-là un peu partout, mais là, c'était un beau concentré. Et puis pas des personnes qui ont écrit juste un petit bouquin comme ça, quoi. C'est quand même un peu des piliers du genre. Donc on voulait vraiment se rendre compte par nous-mêmes ce qui se passait sur place. Pourquoi, comment, et puis aussi ce qui était intéressant, c'est qu'ils utilisent aussi le décor qui les entoure dans leur récit, notamment donc Lovecraft et puis King aussi, pour les deux grandes stars de ce projet, on va dire, et puis plein d'autres auteurs, puisque on retrouve aussi Edgar Allan Poe. Enfin voilà, on n'a pas pu tout faire, mais la liste est longue. Notamment quelques auteurs qui sont plus dans l'ouest de la Nouvelle-Angleterre. Ça fait quelques kilomètres à faire, donc on n'a pas pu y aller. Mais c'est une bonne excuse pour y retourner après, c'est pas grave. Avec l'idée, pas simplement de se faire des vacances pour approcher ces auteurs ou leur ambiance, mais d'en faire un livre, puis un documentaire, parce que Guillaume fait aussi du... Ouais, en fait, on s'est dit que Guillaume et moi, on avait quelques compétences dans différents domaines. On est assez complémentaires. Guillaume Merlin, il est notamment un des patrons de Rollis TV, donc il fait de la vidéo à peu près toutes les semaines. Il est très doué aussi en photographie. Moi, à ça, j'apporte une petite touche de croquis et puis d'autres d'écriture. Enfin voilà, en mélangeant tout ça, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. On fait du jeu de rôle, comme tu le disais, donc jeu de rôle, c'est aussi sujet à aller piocher des inspirations à droite à gauche. Donc on voulait en faire quelque chose.
Moi, à la base, je serais parti tout seul, j'aurais fait un carnet de voyage, parce que maintenant je fais des carnets de voyage de mes destinations. Et puis, en fait, là, c'est un carnet de voyage plus, parce qu'il y aura donc le carnet, et au moins donc un jeu de rôle issu du voyage. Et puis on a les premières vidéos, alors pas encore tout à fait sur Rollis TV, sauf s'ils sont en train de mettre en ligne juste pour me contredire. Moi j'ai fait des petites vidéos qui sont des vidéos de 2 minutes, qui vont être des vidéos étapes un petit peu pour raconter un petit peu le périple. Sur Rollis TV, ce sera plus une version un peu, on va dire, de fond. Et notamment avec, on a une interview de la conservatrice de l'Athénéum de Providence, Heather Cole, qui nous a reçus. Enfin voilà, il y aura des trucs un peu plus complets sur Rollis TV. Comment vous avez composé du coup votre voyage, sachant qu'il y avait cette idée et de livres et de vidéos derrière? On l'a fait un peu comme des Rollis, c'est-à-dire un peu en bordel, un peu improvisé. On a pris la carte surtout. On s'est dit, on a été voir sur le premier pas, c'était billet d'avion, hein, comme n'importe quelle destination. On s'est rendu compte qu'atterrir sur Providence, il fallait rajouter à peu près, je crois, 500 €. Donc on a fait un premier stop à Boston, on a loué la voiture. Enfin, c'était le programme. Donc de Boston, on descend sur Providence, et après, on a vu en fait géographiquement tous les points à faire, de manière à pas trop, entre guillemets, perdre de temps, tout en restant assez longtemps pour voir un peu l'ambiance, l'inspiration, tout ça. Donc c'est en construisant la carte géographique par rapport aux œuvres. En fait, on a là on va pas le voir sur le slide, on s'est fait une Google Map avec plein de spots de référence, soit imaginaires, soit vraiment réels, avec plein d'auteurs différents. Et c'est à partir de ça, on a dit, bon bah, ça on peut garder, ça on peut pas garder, et puis on a construit comme ça. Et comment vous avez choisi vos auteurs et vos spots? C'est beaucoup de documentation, de lecture en se disant, bah, tiens, ça, c'est dans tel livre, ou ça se fait un petit peu au fil de l'eau? C'est un peu tout ça, c'est-à-dire que Guillaume et moi, on est quand même des lecteurs de l'imaginaire, donc on a, heureusement pour nous, on avait quelques romans d'avance sur des auteurs, parce que ça fait quand même une bonne tripotée de pages à lire sinon. Et en fait, c'était quoi la question? Comment est-ce que vous avez choisi justement les spots? Est-ce qu'il y a beaucoup de documentation avant, de lecture? Alors oui, beaucoup de documentation, surtout beaucoup de recherches pour savoir est-ce que les endroits sont vraiment intéressants. Par exemple, on a débordé sur, en dehors du littéraire, des points un peu façon Salem les sorcières, mais il y avait pas très loin de Providence, il y a une pierre dite, une sorte de pierre maudite. Et puis on s'est dit, tiens, ça peut être pas mal de passer là-bas. Et puis en fouillant, on s'est rendu compte que maintenant la pierre, elle est au fond d'un jardin privé, et donc il faudrait juste passer par-dessus la clôture de chez quelqu'un pour y aller. C'est des points qu'on évacue comme ça, et puis on retrace petit à petit ce qui est possible de faire. Et puis après, sur place, on s'est aussi laissé porter suivant les inspi. On a fait des arrêts suivant aussi le climat, parce que c'était quand même pas la fête tous les jours. Et première étape, donc, Providence. Ouais, première étape, Providence, tout simplement parce que géographiquement, donc, on prend la Nouvelle-Angleterre, c'est bien au sud. Alors ouais, là il n'y a pas de carte, mais il y a l'expo juste dehors quand vous sortez sur la gauche. On a fait justement des cartes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai qu'on dit la Nouvelle-Angleterre, parce que si vous voyez pas trop où c'est, peut-être le point le plus connu, ça va être Boston, qui va être un peu au milieu de la Nouvelle-Angleterre sur la côte. Donc Providence, c'est tout au sud. Et au nord de New York, pour vous situer à peu près géographiquement. Donc Providence, où on a fait quelques jours d'arrêt, puisque c'est la ville de Lovecraft, évidemment. Et pas que, parce que c'était aussi d'autres inspirations pour d'autres auteurs, même si c'était des fois indirect. J'aurais bien aimé retrouver par exemple le lieu d'inspiration de Mike Mignola pour juste un épisode de Hellboy, mais bon, on n'a pas trop eu le temps de fouiller ça. Qu'est-ce que vous avez vu justement à Providence par rapport à Lovecraft? Alors, grâce à Christophe Thiel qui m'avait passé un bouquin sur Lovecraft et Providence, on a pu repérer en amont quelques lieux intéressants. Et après sur place, bon, maintenant, c'était peut-être pas le cas il y a quelques années, mais maintenant il y a un peu une sorte de circuit touristique Lovecraft quand on fouille un peu.
En gros, ça se situe principalement sur une colline où il y a l'université de Brown. Donc ce lieu un peu mythique pour Lovecraft, parce que si je ne me trompe pas, il a toujours voulu y aller et puis il n'a jamais pu y entrer. Et en face, il y a, alors chaque fois je me trompe, c'est l'Athénéum, il me semble. Alors l'Athénéum, c'est les archives de l'université. Mais historiquement, en fait, il y a ce que nous a dit Heather Cole, il y aurait 3 Athénéums en Nouvelle-Angleterre. C'est à l'origine un club de lecture, donc imaginez un peu au XVIIIe siècle, des gens qui se rassemblent pour lire, donc qui payent un peu un entassement de livres qu'on appelle bibliothèque. C'est un peu club de gentlemen aussi. Et du coup, c'est devenu les archives, et dans ces archives-là, donc celle de Providence, il y a, on va dire, le stock, on ne peut pas trop l'appeler autrement, d'archives sur Lovecraft. C'est-à-dire, quand je dis le stock, c'est, comme vous pouvez voir passer, c'est ces échanges, ces courriers et ces manuscrits. Et ces gribouillis qui sont appelés cartes parce qu'elles sont comme un peu moches. Et puis c'est pas très lisible pour une carte, mais c'est toujours intéressant à voir. Et je crois qu'ils ont à peu près, ils ont plus de 2000 courriers sur place, pour vous donner un peu l'ampleur de ce qu'écrivait Lovecraft, sachant que comme il n'avait pas un rond, des fois on retrouve des écrits, des prises de notes, et puis qui sont derrière un courrier qu'on lui a envoyé, mais qui va réutiliser aussi un autre coin pour renvoyer, parce que et puis le papier, pour ceux qui s'y connaissent en papier, on n'est pas sur un standard genre papier machine 80 grammes, non, je crois qu'on est plutôt sur du 60 grammes, c'est super fin. Et donc voilà, tout ça est entassé. Alors si vous avez la chance d'aller là-bas, n'hésitez pas à y aller, parce que ce que nous disait la conservatrice, c'est que elle fait en sorte que ce soit des archives ouvertes, parce que Lovecraft est un auteur de genre dit populaire, et c'est donc très ouvert. Il suffit de contacter avant, et vous pouvez voir des originaux et accessoirement les manipuler. Alors évidemment, pas les manipuler pour faire des avions papier, mais c'est assez impressionnant de voir ces monuments qu'on peut toucher, qu'on peut retourner, voilà, sans trop, en faisant attention, parce que on a peur de les abîmer. C'est quoi l'émotion? Alors, Lovecraft, on a tous entendu, on a lu, on a entendu parler, c'est un auteur un petit peu culte. Il y a une émotion particulière là, de voir son écriture, manipuler un petit peu ses lettres ou ses manuscrits. Ouais, quelle ambiance? Il y a une grosse émotion, parce qu'en fait, alors moi à la base je suis pas super fan de Lovecraft en plus, parce que je trouve pas qu'il écrive super bien, et je me suis un peu ennuyé sur certains écrits, et ça c'était il y a longtemps, et du coup pour y aller j'ai relu pas mal de ses nouvelles, et je me suis étonné à énormément apprécier pas mal de ses nouvelles. Bon, il y en a que j'aime pas du tout, mais bon, j'imagine que sur le lot c'est un peu normal. Et du coup, on arrive dans une grande pièce, donc à l'étage. Tout autour, une énorme table qui doit faire, je pense, 3 mètres de long sur à peu près 2 mètres de large. Donc tout autour, c'est des vieux bouquins qui n'ont aucun rapport avec Lovecraft, a priori. Et des instruments un peu étranges qui eux-mêmes ne savent pas trop à quoi servent. C'est des mécaniques, c'est limite steampunk, des fois, c'est... comment on veut dire, il y avait une lunette pour regarder les étoiles. Bon, ouais, on peut faire le lien avec Lovecraft par rapport à sa passion pour l'astronomie. Des machines pour enregistrer du son, mais c'est pas des phonographes non plus, enfin des trucs comme ça. Donc là vous voyez la table qui fait tout le tour là. Donc c'est un peu une salle de conférence aussi pour eux. Et donc ils nous ont sorti les documents comme ça. Donc on a fait une présélection, donc vous pouvez aussi aller sur le site. Je crois qu'il y a à peu près tous les documents qui sont numérisés maintenant. Quand je dis numérisé, c'est juste passé au scanner, hein. C'est pas avec des recherches automatiques dans le corps du texte ou quoi que ce soit. Et donc on a tous ces documents, ces cartes postales, ces courriers, et au bout d'un moment, moi j'ai choisi un peu au pif, j'ai surtout essayé de choisir des choses assez visuelles, parce que justement quand on voulait faire des photos, des films, tout ça, il fallait que ce soit aussi parlant. Et on se retrouve avec des vieux papiers comme ça, et c'est vraiment très impressionnant. Alors, c'est très intimidant de se dire que c'est... en même temps, nous on écrit une carte postale de nos jours, voilà, si on la retrouve dans 100 ans, peut-être que ça donnera la même impression, parce que c'est un vieux truc.
Mais ouais, c'est Lovecraft qui a écrit ces annotations. Puis ce qui est drôle aussi, c'est de voir qu'il y a les retours de ses éditeurs. Des fois, c'est pas très annoté plus qu'une répétition qui est soulignée. Donc quand on est auteur, ça fait un peu sourire. Et dans ces correspondances, en fait, j'ai eu l'impression, je sais pas si c'est le cas, que c'était des ados en fait qui se parlaient par courrier. Notamment, il y a une photo qu'on a prise d'un courrier où il y a un blason. Lovecraft a fait un blason où il a mis il s'est positionné, il a mis le nom de Smith et tout ça. On avait un peu l'impression d'une bande de joueurs de jeux de rôle qui se créaient leur univers avec leur blason. Alors j'ai demandé à Heather Cole à quoi ça pouvait correspondre et elle sait pas trop. Elle m'a dit en fait, c'est juste qu'à cette époque-là, comme c'est la Nouvelle-Angleterre, donc c'est les premiers colons, donc il y a des racines anglaises, c'est des gens qui cherchaient peut-être aussi à se donner une certaine part de noblesse par un blason ou quelque chose comme ça.